Bonsoir et merci de nous rejoindre pour faire le tour de l'actualité mosellane. Voici les titres de ce mardi 28 février. L'actualité, c'est d'abord l'Eurométropole de Metz et l'Agence locale de l'énergie et du climat qui se mobilisent contre les passoires thermiques. Une balade était organisée autour d'un immeuble rénové notamment. L'Office de tourisme de Thionville vient d'obtenir quant à lui le label Tout Tourisme qui permet aux voyageurs et leurs chiens de passer un séjour idéal grâce à un pack d'accueil. Et puis nous plongerons avec de jeunes initiés en pleine préparation militaire de la Marine nationale, un baptême de plongée plus que bienvenu pour ces futurs recrues. Et puis la météo de demain sera sous le signe du soleil toute la journée, mais ce 1er mars sera cependant glacial avec -4 à -2 degrés au réveil et jusqu'à 8 degrés au plus haut. Demain, 1er mars, la ville de Montigny-lès-Metz lance le mois du bien-être autrement. Une série d'animations est programmée autour de l'alimentation, du bienfait des plantes, de la gestion du stress ou encore de l'art-thérapie. Ariel Schwarzberg, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes adjointe au maire en charge de la solidarité et de la santé. On va détailler ensemble cette programmation qui court sur tout le mois. D'ici quelques minutes, le temps de développer le reste de l'actualité. Et on démarre bien sûr avec la réforme controversée des retraites qui arrivait ce mardi au Sénat. Pour un premier examen en commission, les sénateurs majoritairement de droite ont approuvé le projet dans une version amendée, prévoyant notamment une disposition en faveur des maires. Le texte sera examiné dans l'hémicycle à partir de jeudi et jusqu'au 12 mars. La majorité de droite est donc favorable au report de l'âge du départ légal à la retraite de 62 à 64 ans. Ils réclament une revalorisation des salaires et maintiennent la pression contre leur direction. Chez Veolia, les débrayages se poursuivent. C'était d'ailleurs le cas ce mardi devant leurs locaux à Forbach. Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, la direction proposait 1,7% de plus pour 2023, puis 2%, jugé insuffisant par les syndicats qui, eux, demandent une hausse de 6% pour rester cohérent avec le chiffre d'affaires de l'entreprise, mais également avec la hausse de 16% des dividendes des actionnaires. La CFDT et Force ouvrière se sont donc alliés dans cette lutte pour le partage des richesses dans un contexte d'inflation. Un équilibre fiscal plus juste également pour les 120 000 frontaliers du Luxembourg. C'est ce que réclament des élus mosellans et allemands dans une tribune co-signée par l'association Au-delà des frontières, qui est présidée par l'ancien maire de Metz, Dominique Gros. Sur la base de l'accord déjà signé entre la Belgique et le Luxembourg, les élus estiment que l'État français pourrait récupérer plus de 190 millions d'euros dans ses caisses en réclamant une partie du gâteau aux voisins luxembourgeois. Réaction justement de Dominique Gros. La facture globale pour l'État français elle est considérable parce qu'elle concerne à la fois le chômage, elle concerne la dépendance, elle concerne la fiscalité transfrontalière à travers effectivement le manque à gagner pour les gens qui font du télétravail, etc. etc., etc. C'est en train d'arriver autour de 3 milliards par an. Je mets l'accent en ce moment et particulièrement sur les collectivités locales qui hébergent les frontaliers. Ces collectivités locales, eh bien, dans certains cas, deviennent des cités dortoirs. Au fur et à mesure que les années passent, elles hébergent de plus en plus de frontaliers, elles ont de moins en moins d'activités économiques, puisque ces activités économiques, pour des raisons fiscales et sociales, déménagent de l'autre côté de la frontière. Et donc, on a des cités dortoirs qui ont beaucoup de mal à joindre les deux bouts et à assurer les services publics, lesquels services publics eh bien, sont un droit pour les gens qui résident dans ces communes. Et tu demandes où est la piscine, où est l'école pour mes enfants, dans quel état est la voirie, où est-ce que je peux aller faire du sport, etc. Et donc, la demande précise que nous avons en ce moment est une demande qui consiste à partager la fiscalité transfrontalière des frontaliers en restituant une partie aux collectivités locales qui les hébergent. Alors il suffirait que la France ait une volonté d'avancer, puisque le Luxembourg, lui,
il est très pragmatique dans la mesure où il constate qu'il n'y a pas de demande directe et frontale. Il continue dans la bonne situation dans laquelle il est, puisqu'il a le PIB du monde par habitant le plus élevé. Hein. Je précise que la Lorraine n'a pas plus de chômage que le reste de la France, si bien que nous nous trouvons être privés quelque part d'une partie de nos forces vives, notamment dans le domaine de la médecine, des infirmières, etc., dans d'autres domaines encore, et le Luxembourg doit participer finalement à l'effort qu'il demande à la France, en quelque sorte, pour assurer son développement extrêmement rapide. L'association Au-delà des frontières organisera un colloque en juin au Luxembourg avec des élus français et des représentants du Grand-Duché favorables à cette redistribution fiscale. Et puis samedi 4 mars, de 10h à midi, une réunion d'information autour de la fiscalité luxembourgeoise est proposée par l'Eurométropole de Metz dans la salle polyvalente Jean-Claude Muller à Saulny, rue de Metz. Ça bouge aussi pour nos commerces. Le boulanger Sédou Diallo, qui officie sous l'enseigne Poulard, s'apprête à ouvrir un troisième point de vente après la boulangerie rue Pierre-Perrat à Metz, puis celle rue du Grand Cerf dans l'hypercentre. La prochaine ouverture se fera dans l'écoquartier des Coteaux de la Seille. C'est là que le jeune artisan a décidé de s'exporter, proche de Queuleux, donc pour une troisième boutique avec un espace de restauration en salle, mais également en terrasse. Et puis après 15 jours de travaux et une activité délocalisée dans un camion, la fromagerie du Grand Cerf, installée à Metz, a retrouvé ses locaux habituels, quelque peu changés. Désormais, les clients et passants pourront observer le travail des fromagers au sein d'un nouveau labo de transformation, visible également depuis la rue, grâce à de grandes baies vitrées. Et puis, comme chaque soir de cette semaine, on prend la direction de Paris pour en apprendre davantage sur le Salon de l'Agriculture qui devrait accueillir cette année près de 600 000 visiteurs. Parmi eux, je demande la famille Pouillet qui pousse pour la toute première fois les portes de cette ferme aux dimensions étonnantes. Valentin Piovesan les a rencontrés. Ce sont leurs premiers pas dans la plus grande ferme de France. Dès les premières minutes, l'émerveillement est au rendez-vous. Moi j'aime bien les taches noires et blanches. On va l'appeler Noiraude alors. Les animaux sont forcément les stars du salon. Tom est un grand passionné de tracteurs, mais aujourd'hui, c'est les vaches qui l'intéressent. J'aime bien être ici. Ça me fait plaisir de voir des animaux. Pour son frère, aucun doute, il est impressionné. Oui, ils sont grandes. Ils font beaucoup de lait quand même. La famille Pouillet a fait le déplacement depuis Thionville. Elle en prend plein les yeux. Ouais, c'est gigantesque. Il y a énormément de choses à voir. En fait, on tourne la tête tous les 30 secondes et des choses à voir dans tous les sens. C'est incroyable. C'est une étape incontournable au Salon de l'Agriculture. Il s'agit du stand des régions. Sauf qu'à 12h, les allées sont saturées. Il y a vraiment beaucoup de monde. On piétine, mais on a les odeurs, donc tout passe. Après plus de 40 minutes à déambuler et à chercher un repas, le choix se porte pour une truffade repas typique d'Auvergne, avec tout de même une dose de frustration. On était venus pour se faire un bon resto, se poser un petit peu, bien manger et tout. Et bon, on mange quand même bien, mais assis sur un stand. Mais c'est pas grave, c'est très bon. D'ici ce soir, ces Mosellans espèrent avoir arpenté l'intégralité des 7 pavillons que compte le Salon de l'Agriculture de Paris. De retour en Moselle pour une balade thermographique. Hier, à la nuit tombée, l'Agence locale de l'énergie et du climat avait donné rendez-vous aux élus de l'Eurométropole de Metz, à Metz-devant-les-Ponts. Les membres du programme Rénovons Collectif ont pu montrer les déperditions de chaleur, mais aussi les bienfaits de la rénovation énergétique. Lucie Philippot était sur place. Plus on va être sur des couleurs froides, moins il va y avoir de déperditions au niveau de la façade. Donc on observe déjà qu'il y a toujours les menuiseries, les fenêtres, les baies, c'est toujours des points faibles. Grâce à cette caméra thermique, on peut observer les déperditions d'énergie de cet immeuble rénové. Les travaux se sont terminés en 2019. Roger habite dans cet immeuble, il voit une nette différence. On sent beaucoup le confort actuellement en été comme en hiver, parce qu'on n'a plus les mêmes sensations de chaleur ni de froid. Et le chauffage, il a vachement descendu par rapport à ça. Au point de vue gaz, on utilise à peu près 25-30% au moins. Cette balade thermographique est à l'initiative de l'ALEC, l'Agence locale de l'énergie et du climat. Objectif, sensibiliser les élus à la rénovation énergétique. Ils ont un rôle très important
pour l'avenir de la rénovation énergétique et forcément pour l'environnement et pour le confort de leurs habitants, pour l'esthétique de la ville. Tout ça, il faut vraiment les sensibiliser par rapport à tout ça parce qu'ils n'en ont pas forcément conscience. Rénover son chez-soi peut s'avérer coûteux. L'Eurométropole de Metz soutient la LEC qui accompagne ces personnes qui n'auraient pas les moyens. On parle de l'ordre de 18 000 logements aujourd'hui dans lequel on a un vrai problème de rénovation énergétique et puis surtout un vrai problème de précarité énergétique parce que l'un des grands axes aussi de cette rénovation énergétique, c'est le volet social. On a beaucoup de gens qui ne peuvent plus se chauffer, qui n'ont plus les moyens forcément d'assumer aujourd'hui cette capacité à avoir du confort thermique dans leur quotidien. MaPrimeRénov' ou encore Climaction, ce sont des aides qui permettront d'ici 2050 la neutralité carbone sur l'ensemble des logements. Après l'office de tourisme de Metz, c'est au tour de celui de Thionville en Moselle. C'est le deuxième à obtenir le label Tout Tourisme qui permet aux voyageurs de passer un séjour idéal avec leur chien grâce à un pack d'accueil qui recense les bonnes adresses et les établissements participants. C'est un reportage de Jonathan Vaucher. Visiter la France en compagnie de son chien n'est pas toujours facile. Alors depuis quelques jours, l'office de tourisme de Thionville propose des kits d'accueil pour les animaux et leurs maîtres de passage dans la ville. Django et Gizmo, on a des petites choses pour vous. Aujourd'hui, une quarantaine de villes font partie de ce label Tout Tourisme. En effet, en France, plus de 6 voyageurs sur 10 emmènent leurs animaux de compagnie en vacances. Une initiative qui séduit autant les résidents que les touristes. Je fréquente le centre-ville de Thionville très régulièrement et quand je peux, eh bien, je prends mon chien avec moi qui s'appelle Gizmo. J'ai déjà, donc, que ce soit dans des villes moyennes ou des grandes villes, j'ai déjà réfléchi où est-ce que je peux m'arrêter pour que le chien il puisse boire. Et puis à Thionville, j'ai remarqué qu'il y a des restaurateurs qui proposent aussi des gamelles pour les chiens. Dans le pack distribué aux visiteurs, des friandises, un sac de propreté ou encore un guide des hôtels et restaurants qui accueillent nos amis à 4 pattes. Je pense que c'est nos compagnons au quotidien, ils nous donnent et ils nous apportent beaucoup. C'est une façon d'accueillir les gens et de leur montrer quelque part que les animaux, nos amis les animaux sont bienvenus également dans les établissements. Créé dans la ville de Troyes en 2017, le label Tout Tourisme permet d'offrir aux chiens tout le confort que peuvent avoir les humains, avec plusieurs partenaires qui n'hésitent pas à jouer le jeu. Donc on a déjà créé des partenariats au sein du centre-ville, pour favoriser l'accueil des chiens au centre-ville, avec notamment l'hôtel du parc et le restaurant Les Moulins Bleus. C'est un petit biscuit donné à la fin du repas aux maîtres qui viennent avec leurs chiens. On a eu énormément de familles qui sont venues avec leurs animaux de compagnie parce que c'est un membre de la famille à part entière. Et c'est pas forcément évident en fait de trouver les infos, les adresses où on peut se rendre, qui acceptent les animaux, où on puisse partager aussi ses aventures sur la destination. En Moselle, après Metz en 2022, Thionville est la deuxième ville à proposer cette idée qui a du chien. De leur côté, ils se sont formés auprès d'équipes aguerries. C'est l'une des dernières étapes de la formation des aspirants de Couët-Quidan. Plusieurs dizaines de futurs officiers étaient amenés à faire une semaine d'exercice au sein du 16e bataillon de chasseurs à pied à Bitche en Moselle. Les troupes étaient à disposition pour permettre aux sous-lieutenants de s'entraîner au commandement. Immersion avec ce reportage. Commander des troupes. C'est la voie qu'ont choisi les futurs officiers de l'école militaire des aspirants de Couët-Quidan. Ils viennent pour la seconde fois au 16e bataillon de chasseurs à pied à Bitche. Pendant une semaine, ils se forment à la tactique en tant que chef de section. Nous sommes en pleine manœuvre et le sous-lieutenant Cyprien briefe sa section sur la mission du jour, capturer un village. C'est beaucoup plus agréable et on a un ressenti totalement différent avec des troupes aguerries. Qui sont beaucoup plus réactives, qui savent se placer, communiquer, qui nous proposent beaucoup de choses. D'une part parce que c'est leur cœur de métier, donc ils sont vraiment passionnés par leur travail. Et d'autre part, ça permet de voir justement avec des troupes avec lesquelles ils n'ont pas l'habitude de travailler, si on parle le même langage et si justement les ordres donnés correspondent à ce qu'ils ont appris aux écoles. 20, je veux informer 10 que le premier bâtiment que je prendrai est la mairie. Une fois arrivé au village, sa section doit être coordonnée avec les autres et progresser pour prendre au fur et à mesure les bâtiments. Le danger peut venir de partout. 20. Une fenêtre, une porte, une simple ouverture, un escalier devient un obstacle et un danger.
Donc il faut être en mesure, par des procédures bien rodées, de manœuvrer. J'ai beaucoup de choses à gérer en même temps. D'abord la sécurité de mes hommes, la mienne, ne pas m'enflammer en avançant trop vite. Si en plus vous rajoutez un blessé, des problèmes de munitions, vous avez des bâtiments qui sont piégés, etc., vous pouvez vite avoir énormément de tâches à effectuer en même temps. Donc il faut prioriser et il faut être capable de ne rien oublier. C'est une expérience unique pour ces jeunes aspirants qui ont décidé de rejoindre l'armée. Pour le sous-lieutenant Cyprien, l'armée répondait à ses besoins. Pendant ce temps, d'autres s'initiaient à la plongée, notamment les jeunes de la préparation militaire marine de Metz à la piscine de Creutzwald. Un moment pour découvrir le matériel de plongée à faible profondeur. Reportage sous l'eau avec Lucie Philippot. Comme des poissons dans l'eau, Armance et Pierre vont plonger pour la première fois avec un équipement. Ça va pour le moment. Un peu stressé quand même. Oh bah très confiant. Confiant. Non, jamais. C'est parti pour quelques minutes sous l'eau. Le tout encadré par le club de plongée de Creutzwald. C'est une autre catégorie de personnes, d'autres exigences. Et puis ça leur permettra peut-être de découvrir la plongée dans le milieu de la marine nationale. Ils ont mis les marins à l'eau pour la première fois, donc c'était assez impressionnant. Et puis c'était vraiment une impression qui change un peu de ce que l'on peut voir, de la théorie. Cette journée aquatique, c'est l'occasion aussi pour les jeunes d'échanger avec Jonathan, plongeur sauveteur dans la marine nationale. Je pensais que ça allait être beaucoup plus timide vu leur catégorie d'âge, parce que c'est plus la moyenne de 16 ans, quoi. Et non, en fait, ça a été très bien du côté des garçons, des filles. Il y a des métiers qui sont complètement différents. Moi, je suis plus, mon métier est plus lié à la plongée et à l'aéronautique. Et puis là, il y a eu un peu d'autres types de métiers. Ce genre d'activité s'inscrit dans le programme de la préparation militaire de la Marine nationale. Pendant un an, un samedi sur deux, ils se rendent à la caserne de Montigny-lès-Metz comme de vrais militaires. L'objectif, à partir du moment où ils mettent l'uniforme, ce sont des marins. Donc pour l'externe, tel qu'ils les voient, ce sont des militaires. Donc ils ont vraiment une formation militaire, de l'aguerrissement, ils ont du sport, enfin vraiment, et toute, je dirais, la politesse militaire qui va avec. Cette année, on a un recrutement qui est assez particulier, donc un pourcentage assez élevé de nos stagiaires sont issus du SNU. C'est vraiment des jeunes qui ont envie de découvrir l'armée, donc qui sont âgés de 16 à 20 ans et donc qui souhaitent vraiment découvrir. C'est un peu un stage découverte, une immersion complète dans l'institution. Prochaine grosse étape pour ces jeunes, une semaine d'immersion complète à Toulon pour découvrir les infrastructures de la Marine nationale et ses différents métiers. Le mois de mars sera tourné vers la santé et le bien-être à Montigny-lès-Metz. On en parle avec notre invité du jour. Ariel Schwarzenberg, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes adjointe au maire de Montigny en charge de la solidarité et de la santé. Et justement, il en sera question puisque vous proposez un mois d'événements autour de la santé. C'était important de proposer ces rendez-vous-là autour de cette thématique. Ça manquait dans la programmation de la ville ? Alors ça manquait, ça fait plusieurs années que la ville de Montigny développe le volet santé sous l'impulsion de son maire Jean-Luc Baule, bien évidemment. Il y a eu la crise Covid qui a été gérée au mieux. Il y avait déjà des conférences. Il y a une réflexion qui est faite sur la problématique des médecins et du manque de médecins. Il y a eu un plan local de santé qui a pu être développé de manière strictement pour les Montigniens. Et tout à fait récemment, au mois de décembre, nous avons été acceptés pour adhérer au réseau des villes santé. Voilà. Ce qui nous permet de bénéficier de leur expérience et de leur faire profiter de la nôtre. Et une vingtaine d'animations est prévue autour de la santé, aussi bien physique que mentale. C'était important, c'était un parti pris de brasser ces deux aspects-là dans les animations. Tout à fait. On parle beaucoup de santé mentale et mens sana in corpore sano. Donc c'est bien de tout faire. Et on a consacré le mois de mars à une multitude d'animations, conférences, ateliers. Alors sur ces sujets. C'est à destination de qui? Est-ce que ce sera partout dans la commune? Alors c'est partout dans la ville.
aussi bien dans les parcs que dans les salles de conférence ou à l'atelier de Jean-Marie spécialisé pour le développement durable. Et c'est à destination de tous les publics. Il y a également à la bibliothèque, par exemple, au centre Marc Sangnier, et voilà, et dans différents jardins de la ville. Alors on peut s'arrêter sur certains ateliers proposés ce mois-ci, par exemple tous ceux qui ont attrait à la nature. En tout cas, on tente de se reconnecter. C'était important de parler de ça aussi, de cette nature-là. Je crois que la nature, ça fait du bien. Retrouver les bienfaits de la nature. On a un atelier, une conférence sur la sylvothérapie. Donc, alors qui est, pour les non-initiés qui est l'art de se reconnecter aux arbres. Les arbres sont des êtres vivants, voilà, et qui peuvent nous transmettre de l'énergie. Mais je pourrais vous en dire plus après la conférence. Il y a également tout ce qui est nature. Il y a des promenades, des marches qui sont faites, notamment une marche chantée, également une marche avec des ânes, au rythme des ânes, pour redécouvrir les bienfaits de la nature. Et prendre son temps. Et prendre son temps. Il y a aussi des animations plus originales, si je peux dire ça comme ça, comme le yoga du rire. Qu'est-ce que c'est ? Comme son nom l'indique, ce sont des séances où les gens apprennent à rire. Voilà, c'est quelque chose de très... c'est une forme d'art-thérapie, en fait. Voilà, on sourit un peu plus à la vie. Voilà, on connaît la thérapie du rire. On sait que le fait de rire génère des endorphines qui font qu'on se sent mieux. Et donc, c'est une animation qui, je pense, aura beaucoup de succès. Et les gens, on en ressent heureux, plein d'énergie surtout. Tout ce qui est proposé permet de redonner de l'énergie, de l'estime de soi, de la confiance et de se sentir bien. Parmi les rendez-vous qui sont proposés, encore une fois, la découverte du cerveau. Alors là, c'est un atelier destiné à la jeunesse. C'était important également de proposer ce genre de choses ? Oui, je pense que les enfants sont très sensibles à tout ce qu'ils peuvent apprendre. Ils ont déjà beaucoup de connaissances sur beaucoup de choses. Et le fonctionnement du cerveau, comment... Voilà, je pense que pour eux, c'est effectivement très intéressant. Alors bien sûr, il y en a encore plein d'autres. On ne va pas pouvoir tout lister aujourd'hui. De l'initiation à la fabrication de produits cosmétiques naturels, des conférences autour de l'épanouissement personnel. Et le plus gros des événements, on peut peut-être le préciser, c'est le dimanche 26 mars. C'est la grande journée portes ouvertes pour découvrir les associations sportives du territoire. Il y aura vraiment tout qui sera à disposition du public ? Tout sera à disposition. Et je pense que c'est important. On a énormément d'associations sportives qui fonctionnent magnifiquement bien, avec des gens de tous les âges et de tous les quartiers. Et je pense qu'ils seront heureux de faire découvrir leurs associations et leurs sports à tout le monde. Et ce sera avec des animations. Et surtout, il ne faut pas le manquer. Alors je précise qu'il vaut mieux s'inscrire pour éviter de surcharger les activités ou de voir porte close malheureusement. Alors pour cela, il suffit de prendre contact avec la ville de Montigny aux coordonnées qui s'affichent en bas de votre écran. Et puis si vous voulez retrouver le programme complet de ces festivités, rendez-vous en mairie ou sur le site internet de la ville, montigny-les-messes.fr. Merci beaucoup pour votre présence. Je peux juste rajouter qu'il y a une application sur les smartphones, Montigny-les-Messes, sur laquelle on retrouve toutes les informations. Merci beaucoup pour cette précision numérique. Merci de votre présence sur ce plateau. À bientôt. Merci. Et avant de conclure cette édition, souhaitons un joyeux anniversaire à cette figure incontournable du ballon rond mosellan, Carlo Molinari, ancien président entre 67 et 78, puis de 83 à 2009 et actuel vice-président du FC Metz, qui fête donc ses 90 ans. Originaire de Villerue, il est également connu comme triple champion de France de motocross, c'était dans les années 50. Un sportif dans l'âme, mais aussi un homme bienveillant qui aime connaître les gens, d'après les nombreuses anecdotes de son entourage. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Pour ne rien rater de l'actualité en Moselle, direction nos réseaux sociaux et notre site internet. Pour la suite de votre programme, du sport avec Mathieu Anquinet dès 18h30, suivi du rendez-vous éco avec en invité Philippe Gleiser, vice-président de l'Eurométropole de Metz, en charge de la transition énergétique. Très belle soirée sur Moselle TV et à demain.